Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Smart for Change pour rester à l'écoute des marchés. Chaque jour, vous nous suivez en direct à 17h à la télévision via vos box. Vous nous retrouvez dans la foulée chaque soir en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, nous dresserons le bilan d'une semaine qui aura été marquée par différentes purges de marché sur des segments bien précis, sans doute les poches les plus spéculatives peut-être du marché ou les plus peuplé par les investisseurs. On parle bien sûr de l'accélération de la baisse des cryptos. Le top de marché pour les cryptos a été marqué en octobre dernier et depuis c'est une grande dégringolade qui s'est encore accélérée cette semaine avec un Bitcoin retombant jusqu'à 60 000 $. On pourra parler bien sûr du crash de l'argent et des métaux précieux en général, mais l'argent étant évidemment le métal précieux le plus spéculatif avec les positions les plus leveragées dans le marché également. Là aussi, un crash spectaculaire pour une valeur qui avait évidemment fortement accéléré au cours des derniers mois. Et puis, nous parlerons de ce que les analystes appellent désormais le SaaSpocalypse ou le SaaSmageddon. Là aussi, une accélération de la défiance des investisseurs vis-à-vis de ce secteur des logiciels qui avait déjà énormément souffert et déraillé en 2025. Mais là aussi, une accélération de la baisse de l'ensemble du secteur des logiciels dans le monde tout au long de la semaine, à la faveur de la sortie d'un nouveau modèle, ou en tout cas de nouvelles fonctionnalités du modèle d'IA Claude d'Anthropic. Et il faut bien avoir en tête qu'on est loin d'être arrivé au bout de la sortie des nouveaux modèles d'intelligence artificielle. Et donc, ces inquiétudes qui se forment aujourd'hui ne sont peut-être pas terminées, malgré le petit rebond qu'on peut observer en cette fin de semaine. Pauline Gratel vous redonnera plus de détails sur ces mouvements de marché, sur la séance du jour, avec des sujets encore très spécifiques autour de Stellantis, avec un warning historique et un crash historique de l'action Stellantis qui décroche de 30% aujourd'hui au sein du CAC 40, une charge de 22 milliards pour repartir de zéro d'une certaine manière à la faveur de la nouvelle direction et de son nouveau directeur général Antonio Filosa qui fait un gros reset, comme il l'appelle lui-même, avec sans doute un peu trop d'agressivité dans l'idée du tout électrique qu'il va falloir corriger. 22 milliards de charges à passer, c'est évidemment très très lourd quand on sait que la capitalisation de Stellantis ce matin avant l'ouverture était autour de 23 milliards d'euros. Gros crash donc pour Stellantis. Là aussi, Pauline Gratel vous apporte plus de détails. À l'inverse, on a vu une très belle envolée, une très belle réaction de Vinci après la publication du groupe. Le titre Vinci qui progresse de quasiment 10% cet après-midi au sein du CAC 40. Et puis nous resterons dans la logique de stock picking pour notre dernier quart d'heure. L'analyse fondamentale comme grille de lecture de la société Micron Technology. Nous en parlerons avec Nicolas Decaux, gérant chez Clartan Associés, qui sera notre invité dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Tendance, mon ami. Chaque soir en ouverture de Smart Bourse, nous retrouvons Pauline Gratel qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Semaine passablement mouvementée, chahutée sur les marchés et les indices européens qui évoluent en cette dernière séance de la semaine en ordre dispersé. Oui, avec un Stoxx 600 en petite hausse par exemple. Parlons tout de suite du CAC 40 qui se maintient autour de l'équilibre malgré le plongeon spectaculaire de Stellantis. Le constructeur s'effondre de 30% après avoir annoncé une restructuration des activités qui va peser lourd au second semestre. 22 milliards d'euros de charges exceptionnelles. C'est lié à une surestimation du rythme de l'électrification. Dans son communiqué, le groupe indique que c'est le coût d'un reset profond mais nécessaire pour remettre les clients au centre et pour soutenir une croissance rentable. Toujours au sein du CAC 40, le repli de Société Générale est également à signaler. Oui, la banque française chute de 5% au pire de la séance après avoir publié ses résultats et malgré un quatrième trimestre solide et supérieur aux attentes au global. Pour l'ensemble de l'année, les revenus sont au plus haut, à plus de 27 milliards d'euros. Les investisseurs sont tout de même déçus par le repli des revenus de la banque d'investissement. Côté
Non, avant de parler des États-Unis, toujours au sein du CAC, parlons de la vedette du jour. C'est l'envolée du titre Vinci, bien sûr. Oui, le titre bondit de près de 10% au cours de la séance après avoir rendu une copie supérieure aux attentes des analystes pour 2025. La société fait aussi état d'une génération de cash record pour la 4e année de suite. Les perspectives pour 2026 sont optimistes et supérieures aux attentes. Dans son siège, son concurrent Eiffage gagne 5%. Aux États-Unis, donc, les indices actions rebondissent sur cette séance après une semaine compliquée. Oui, le Dow Jones est en hausse de 1,5%. Il inscrit d'ailleurs un nouveau record et le Nasdaq gagne près de 1% malgré le plongeon d'Amazon de 10% à l'ouverture. Amazon fait état de résultats solides, mais comme pour ses homologues, ce sont les annonces d'investissements colossaux qui effraient les investisseurs. Amazon prévoit d'investir 200 milliards de dollars dans l'IA pour être le leader. Avec ce repli de 10%, le cours d'Amazon est similaire à celui de fin 2024. Plus largement, le secteur des logiciels au niveau mondial reste en souffrance. Oui, le secteur reste encore aujourd'hui secoué après plusieurs mois de souffrance et une accélération de la baisse cette semaine depuis que Anthropic a annoncé le lancement de nouvelles fonctionnalités pour son modèle Claude. Ainsi, Capgemini décroche à nouveau de plus de 2%, portant son repli depuis le 1er janvier à 20%. Alten cède 2% et Soprasteria 2,5%. Et puis dans le carnet du jour, changement de tête chez Toyota à l'occasion de la publication des comptes du groupe. Oui, le géant de l'auto japonais a annoncé le départ de son actuel PDG. Il sera remplacé par le directeur financier pour accélérer les prises de décision à partir du 1er avril. Le groupe fait état de résultats meilleurs que prévu et relève également ses prévisions de bénéfices nets, notamment pour cette année. Le titre était en hausse de 2%. Qu'en est-il en dehors des marchés actions, des métaux précieux et du Bitcoin en cette fin de semaine, Pauline ? Les métaux précieux et le Bitcoin sont toujours très très volatiles. L'or est en petite hausse au cours de la séance, mais reste sous la barre de 5 000 $. L'argent cède 2% environ, autour de 75 $. Le Bitcoin perdait encore près de 10% ce matin avant de se ressaisir, mais il est quand même retombé autour de 60 000 $, soit moins de la moitié de son record. Donc si je récapitule, depuis le mois d'octobre, le Bitcoin s'effondre de 50%. Sur un mois, il perd 30% et sur cette semaine, il perd 20%. Quels sont les temps forts attendus la semaine prochaine à l'agenda des marchés, Pauline ? Les investisseurs prendront connaissance du rapport sur l'emploi de janvier américain, qui a été décalé à mercredi en raison du shutdown. Ils regarderont aussi les ventes au détail américaines de décembre, la première estimation de la croissance britannique et la seconde estimation de la croissance de la zone euro pour le 4e trimestre. Côté micro, on attend les résultats de Coca-Cola, AstraZeneca, Kering, Hermès, L'Oréal et EssilorLuxottica notamment. Hermès, le jour où il y aura une fusion entre Kering et Hermès, ça n'est pas prévu pour l'instant. Merci beaucoup, Pauline. Pauline Gratel avec nous chaque soir en ouverture de Smart Bourse pour vous apporter les infos clés du jour sur les marchés. Deux invités avec nous ce soir pour décrypter les mouvements de la planète marché et revenir sur cette semaine de purge. Comme je le disais en titre, on parle des poches les plus spéculatives du marché qui se dégonflent. Raphaël Thuin est avec nous, le responsable des stratégies de marché de capitaux de Tikehau Capital. Bonsoir Raphaël. Bonsoir. Et Enguerrand Artaz nous accompagne, stratégiste et gérant à la financière de l'Échiquier. Bonsoir Enguerrand. Bonsoir Grégoire. Ouais, un commentaire Enguerrand, effectivement. Alors je ne sais pas s'il y a un lien de cause à effet, mais c'est vrai qu'on voit cet hiver crypto qui s'installe depuis le mois d'octobre, mais qui s'est encore densifié, si je puis dire, cette semaine, avec une accélération de la purge et de la baisse du Bitcoin. On a bien sûr, depuis la fin de semaine dernière, ce crash des métaux précieux, l'or et l'argent baissant quand même beaucoup plus fortement que l'once d'or, avec sans doute des positions beaucoup plus leveragées et plus spéculatives. Et puis, il y a ce fameux SaaSpocalypse également, qui là aussi traîne depuis plusieurs mois, mais qui s'est encore accéléré cette semaine. Et même du côté des big tech, on a vu des réactions aux publications des hyperscalers qui peuvent être un peu inquiétantes, dans le sens où le marché a de plus en plus de mal à payer l'accélération continue des dépenses d'investissement en capital. Tout ça donne quand même l'idée qu'il y a un dégonflement ou un gros deleveraging qui est en place peut-être dans les marchés aujourd'hui.
Je dirais une forme peut-être de retour un petit peu à la réalité. On reste quand même sur 3 années de hausse de marché assez forte. On a eu un tout début d'année qui était euphorique, voire presque hystérique sur certains segments de marché, hein, parce que justement, on parlait de l'argent. On a vu la performance de l'argent sur 2024-2025. Là, on a repris encore 60% quasiment, enfin même plus 60% au pic fin janvier avant que ça commence à se retourner. On pourrait prendre l'exemple pareil du marché coréen qui a repris encore, je crois, 25% sur le mois de janvier après avoir fait 80% l'année d'avant. Donc, il y avait une forme un peu d'hystérie quand même sur le début de l'année. Donc, on dégonfle une partie de ces excès-là, liés aussi à un excès de levier. On connaît les problématiques d'appel de marge aussi sur les métaux précieux. Donc, il y a une forme de dégonflement. Bon, il y a l'idée que ça ait peut-être été causé par la nomination de Kevin Warsh à la tête de la Fed. Ça me semble davantage être un prétexte qu'une raison fondamentale très solide. On avait simplement atteint des niveaux de concentration et de spéculation qui étaient trop élevés. Il fallait un événement pour dégonfler tout ça. Le sujet après du secteur des softwares et même du Bitcoin, d'ailleurs, c'est à mon sens des sujets un peu différents parce que ça dure depuis un peu plus longtemps. Hein. Dans les deux cas d'ailleurs, même si pour le coup les deux sujets n'ont rien à voir, mais ça remonte à peu près au début de l'automne dernier. Hein, ça remonte à septembre. Le software sur les 6 derniers mois, c'est 30 points de retard par rapport au S&P 500. Hein. C'est pas nouveau le phénomène. Non, c'est pas nouveau et on est d'ailleurs c'est même on a une sous-performance, je crois, au plus haut historique par rapport aux semi-conducteurs. Hein. C'est une relation semi-conducteur-software, voilà, qui est assez cyclique dans le temps depuis une vingtaine d'années. Et là, on a atteint, je crois qu'on est sur 4 ou 5 écarts types sur la sous-performance des softwares par rapport des logiciels, par rapport aux constructeurs de microprocesseurs. Donc, effectivement, pas nouveau, c'est un phénomène en pont qui est justifié, je pense qu'on en parlera. Donc, c'est quelque chose qui dure depuis un peu plus longtemps. Et sur la partie plutôt hyperscaler, donc sur les grandes boîtes de technologie et le lien avec donc les investissements, puisque c'est ça à nouveau qui a fait plutôt baisser le secteur, c'est des investissements dans l'IA qui étaient supérieurs à ce qu'on attendait. Mais en fait, là aussi, c'est une forme pour moi de retour à la réalité. C'est-à-dire, c'était une crainte qui a émergé à l'automne dernier, octobre-novembre, ce qui avait causé la baisse des marchés en novembre. Et puis, on l'avait un petit peu oublié en se disant non, mais finalement, tout va bien, en fait. Et puis, la question se repose parce que malgré tout, c'est une question de fond. Quid de la rentabilité de ces investissements, quid du RIN de ces investissements, ça reste une vraie question. Ça ne veut pas dire que le business model de ces entreprises est à risque, mais ça veut dire que c'est une question de fond que le marché avait peut-être un petit peu vite oublié et qu'il est en train de redécouvrir. Quand je dis encore en phase d'accélération des CAPEX, c'est spectaculaire. Effectivement, hein, chez Amazon, c'est plus 50%. Je parle des perspectives 2026 de dépenses d'investissement. Alphabet, Meta, ça va doubler sur l'année. Alors, je ne vous parle même pas des montants. On est à 200 milliards, 150 milliards, 185 milliards, etc. Microsoft, c'est plus 65% de dépenses de CAPEX. Généralement, les chiffres sont un peu au-delà des estimations que les analystes pouvaient avoir. Sur le phénomène de marché, ces poches de spéculation qui se dégonflent, Raphaël, ça peut se faire de manière ordonnée. Alors évidemment, c'est douloureux pour ceux qui ont payé le Bitcoin au plus haut, l'argent au plus haut, pour ceux qui sont massivement investis dans le secteur des softwares. Mais est-ce que c'est un stress qui se diffuse? Parce qu'au final, les indices baissent un peu, mais il y a quand même une forme de résistance quand même dans le marché face à ces baisses prononcées quand même sur ces différents pans du marché. Oui, on a beaucoup parlé de dispersion. Là, on la voit très très bien, la dispersion. On voit des secteurs qui performent bien, une forme de rotation dont on avait beaucoup parlé aussi. Elle est en train de se matérialiser devant nous. La tech sous-performe, le cycle reprend de la vigueur, le Dow Jones est au plus haut, l'equal weight équipondéré fait bien aussi. Mais c'est vrai qu'on voit aussi des segments du marché qui étaient effectivement spéculatifs, dirons-nous, et qui se dégonflent. Et c'est intéressant, vous l'avez bien dit, il n'y a pas eu vraiment de changement narratif très fort ces derniers jours. Les annonces de résultats ont été globalement très bonnes, y compris sur la tech, ou même peut-être en particulier sur la tech. On a eu effectivement une annonce du côté de la Fed qui ne va pas nécessairement dans un sens de remise à plat des hypothèses de marché, mais effectivement, il y avait une forme après un marché qui avait énormément payé, et des bulles spéculatives qui se formaient, la nécessité d'une respiration. Donc ça, on le constate. En revanche, il ne faut pas minimiser non plus que sur certaines de ces thématiques, et y compris en particulier celle de la tech,
le discours est en train de changer. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des développements, ou en tout cas la matérialisation d'intuitions qu'on avait auparavant, qui sont effectivement très disruptives pour ces grandes boîtes de tech, les hyperscalers, dont on comprend qu'effectivement le business model se confirme et a changé. Donc ça a des impacts pour l'investisseur long terme. Et puis très disruptif sur ces producteurs de logiciels aussi. Donc effectivement, des intuitions qu'on avait déjà auparavant, mais une forme d'accélération de l'histoire qui se ressent très bien dans les cours. Ah ouais, c'est quoi? C'est avant tout des... Alors vous dites aujourd'hui c'est plus que des intuitions, on commence à avoir des évidences plus ou moins anecdotiques effectivement de ce que ces modèles d'IA, ces agents IA vont permettre de faire dans les entreprises, peut-être à la place de logiciels traditionnels. Est-ce qu'on a déjà des retours de ce point de vue-là? Et est-ce que c'est un trait de conviction qui peut aller encore plus loin si l'objectif du marché, c'est la nature du marché de mettre un prix sur un nouvel équilibre, sur un nouveau monde? Est-ce qu'on est déjà proche d'avoir trouvé les bons multiples, le bon prix sur un secteur, encore une fois, des logiciels qui dérate depuis au moins un an maintenant? Ou est-ce que le travail de marché n'est pas encore terminé de ce point de vue-là? Voilà, on en est là. Très bonne question. Est-ce que c'est terminé? Est-ce que c'est légitime? Il y a effectivement, au fin fond de cette histoire, une réalité incontournable, à savoir que ce business des logiciels est en train de se faire disrupter, en train de se faire rogner. On avait la vague impression que oui, l'IA à terme pourrait être une menace très forte pour les grands acteurs du logiciel. On a eu aujourd'hui des preuves concrètes que cette menace, elle était urgente, avec en particulier ce qui se passe côté Anthropique et côté... Donc aujourd'hui c'est Anthropique, demain ce sera peut-être un autre modèle. Avant-hier Anthropique, hier OpenAI qui réplique. Demain... Oui, non mais... Tous les 2 mois, on va avoir, je pense, la sortie de ces nouveaux modèles qui vont se challenger les uns les autres. Exactement. Et donc, finalement, d'un business qui était un business très linéaire, de services, avec des cash flows récurrents que les investisseurs adoraient et payaient très cher du fait de cette visibilité, on a complètement transformé le discours. Aujourd'hui, c'est un business menacé, qui n'a plus de barrière à l'entrée. Terminé. Aujourd'hui, en 2 minutes, avec votre Claude, vous reproduisez Salesforce. Je schématise, pardon. Non, mais... donc, plus de barrière à l'entrée et plus vraiment de source de croissance identifiée. Aujourd'hui, quelle est la croissance lorsqu'on sait que ce business va être rogné petit à petit? Avec aussi cette impression que finalement, ce nuage noir, il va rester là pour les années à venir. Que oui, demain, OpenAI ou Google ou d'autres sortiront une super app qui permettra en un clic de remplacer tel ou tel producteur de logiciel. Que oui, finalement, c'est un petit peu l'année d'accélération de l'IA, de l'innovation qui se met à accélérer aussi. Et qu'au final, les raisons pour lesquelles vous investissiez l'année dernière n'existent plus aujourd'hui. Donc face à ça, vous mettez les valos. Alors elles ont beaucoup décoté, les valos, mais être pas cher, c'est pas nécessairement suffisant pour investir. En tout cas, quand vous cherchez de la visibilité, ça ne peut ne pas suffire. Et puis quand vous les reprenez une à une, ces boîtes de logiciels, il y en a qui sont quand même encore assez chères. Encore cher. Vous payez pour certaines plus de 20 fois les earnings. Donc finalement, il y a de la place. Vous rajoutez, pour complexifier le tout, un risque software qui est absolument partout dans le marché. Tout le monde en a. C'est 10% du S&P, c'est 15% du marché des loans, c'est 5% du marché de la yield. On se rend compte qu'il y en a partout aussi en dette privée, en private equity. Tout ça fait que finalement, on a un cocktail un peu indigeste qui ne donne pas très envie d'aller trop s'exposer. Alors, évidemment, il y a de la sélection de valeurs. Certains s'en sortiront mieux que d'autres. Le marché est excessif à la baisse comme il peut l'être à la hausse. Bien sûr, il y a des choses à faire. Mais attention, effectivement, le discours a changé. Ouais. Changement de statut violent, c'est pas la première fois que ça arrive, mais c'est toujours spectaculaire quand on voit des darlings de chuter comme ça de leur piédestal en guérant. Quelle analyse vous faites à l'échiquier de ce SaaSpocalypse? Je suis désolé, je répète cette expression que j'aime beaucoup. Et effectivement, quand Raphaël Thuin dit qu'il n'y a plus de barrière à l'entrée, en tout cas que le marché imagine qu'il n'y a plus de barrière à l'entrée, dans quelle mesure c'est vrai? On sait tous, des boîtes comme SAP, ce qu'on appelait les SS2I avant, les ESN, c'est des boîtes qui sont, quand je dis présentes dans l'entreprise, c'est-à-dire physiquement présentes dans l'entreprise. Vous avez des consultants SAP qui sont, presque vos confrères ou vos consoeurs ou vos collègues de boulot quand vous travaillez dans une banque, dans une grande entreprise industrielle ou n'importe quelle autre entreprise. Ces gens-là sont dans les entreprises quand même. Oui, il est probable, mais comme ça a été très bien dit, le marché est toujours excessif à la baisse, donc il est probable que pendant un temps,
on exacerbe peut-être un petit peu justement la tombée des barrières à l'entrée et qu'on minimise un peu le pouvoir qu'ont ces entreprises du fait de leur implantation très forte dans beaucoup d'entreprises. Donc ça, c'est sûrement un petit peu minimisé. Désolé, je vous coupe en Guérande, oui. mais c'est Jensen Huang et le patron de Arm Holdings qui viennent défendre le secteur. Jensen Huang dit que c'est le truc le plus illogique du monde d'imaginer que toutes ces boîtes-là vont disparaître à partir du moment où elles développent des outils et que ces outils vont être nécessaires à la diffusion de l'IA. C'est le même discours du patron de Arm Holdings. Non, bien sûr, et c'est effectivement, je pense que penser que ces entreprises vont disparaître, vont être totalement disruptées, je pense qu'à nouveau le marché est un peu dans l'excès. Maintenant, et là je suis tout à fait d'accord, on a un modèle qui change. C'est-à-dire que le modèle de ces SS2I, c'était un modèle avec des coûts incrémentaux qui étaient très faibles, avec des marges brutes qui étaient généralement autour de 80%. Peut-être que la nouvelle réalité, ce sera des marges brutes autour de 60 ou 50%. Ça ne veut pas dire que ces entreprises sont à risque fondamental sur leur business. Ça veut dire que le multiple que vous leur associez n'est plus le même. Quand on passe de 80 à 50 ou 60% de marge, on ne donne plus la même prime sur l'entreprise. Donc je pense que c'est aussi simple que ça. Comme ça a été très bien dit, c'est des entreprises qui sont encore assez chères globalement. On ne parle pas d'un secteur qui est à 12 fois les earnings. Donc il y a un travail de re-rating de ce secteur qui est en train d'être fait, qui est sans doute un peu excessif, qui aura sans doute plein d'allers-retours encore dans les trimestres et les années qui viennent sur ce secteur. Mais on a un secteur qui, je pense, est en train de changer fondamentalement de manière de travailler. Je ne serais pas étonné que dans les 10 ans qui viennent, on ait dans ces entreprises des modèles qui se rapprochent peut-être de certains grands laboratoires pharmaceutiques où on a un coût d'acquisition des modèles qui va ressembler au coût d'acquisition des nouvelles molécules pour un laboratoire pharmaceutique. Qui va acheter de la biotech pour s'acheter de la R&D, ou s'acheter de l'innovation. Modèle d'IA. Il peut y avoir des choses comme ça. Peut-être que ce ne sera pas ça du tout. Mais en tout cas, il y a un impact potentiel sur les marges. Et finalement, c'est un peu le même sujet, alors qu'ils sont au deux bouts du spectre, mais avec les hyperscalers. Parce qu'en fait, c'est pour ça que le sujet des investissements est aussi prégnant. C'est qu'en fait, quelle était l'appréciation du marché de ces entreprises-là ? Ces entreprises cash riches, qui investissaient très peu, qui utilisaient leur cash surtout pour faire énormément de rachats d'actions. Donc c'était... pour le marché, c'était presque devenu des sociétés défensives qu'on avait un peu tout le temps. Là, on commence à avoir des sociétés qui redeviennent des sociétés de CAPEX, avec une incertitude sur la rentabilité des CAPEX, sur le rythme, avec en plus une concurrence effrénée entre ces grands groupes. Donc pareil, le statut n'est plus le même. Ça ne veut pas dire que ces entreprises sont à risque. Ça veut dire qu'à nouveau, la prime que vous leur accordez, elle n'est plus forcément celle qu'on leur accordait il y a quelques années. Et ça ne fait pas partie des plus chères du marché quand on parle des big tech américaines, des 4-5 gros hyperscalers. Elles n'affichent pas des multiples délirants par rapport à ce qu'on peut trouver ailleurs, et y compris dans le secteur des logiciels. Bien sûr, ça se paye entre 25 et 30 fois les earnings, mais justement, 30 fois, c'est... Bien sûr, on compare toujours à la bulle de 2000 en disant ça va, c'est que 30 fois alors qu'on était à 80 fois en 2000. Très bien, mais peut-être que la nouvelle réalité, c'est plus 30, c'est 25 ou 24. Et malgré tout, ça opère un de-rating. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus en avoir, ça veut dire qu'on ne paye plus la même prime. Mais c'est quoi ? Il y a un phénomène de commoditisation que le marché anticipe, c'est ça ? Beaucoup de CAPEX, de plus d'endettement oui. Et des produits standardisés à l'arrivée ? La grande question aussi, alors évidemment, il y a deux sujets. La première chose, c'est que ce qu'on utilise pour le CAPEX, on ne l'utilise pas pour le rachat d'actions ou pour les dividendes. Ça joue quand même un petit peu pour l'actionnaire à la fin. Et puis la deuxième chose, ça c'est une question qui à mon sens n'est pas encore réglée, c'est est-ce que le fait de disposer de solutions d'AI parmi les leaders de marché devient un atout ? Ou alors, est-ce que c'est simplement un must-have pour rester dans la course ? Et ça change aussi beaucoup de choses sur la capacité à pricer derrière. C'est que si c'est juste quelque chose que vous devez avoir pour être encore dans la course, c'est assez difficile de le monnayer. Donc, il y a cette question-là qui est pas totalement réglée. Est-ce que c'est un vrai relais de croissance et d'accroissement des marges pour ces sociétés-là ? Il y a encore une incertitude. Intéressant de voir d'ailleurs
alors la stratégie ou la non-stratégie d'Apple en matière d'IA. C'est ceux qui dépensent le moins. Les CAPEX n'augmentent quasiment pas. Je crois que c'est 15 milliards à peine de CAPEX prévus pour 2026 chez Apple. C'est le cours de bourse qui tient le mieux là depuis les dernières publications. Et peut-être que dans 3 ans, on se dira que c'est le Kodak de l'IA et ils sont obligés de faire appel à Gemini. Ils sont obligés de s'allier effectivement. Peut-être une autre stratégie, effectivement, en tout cas beaucoup moins gourmande en CAPEX pour Apple par rapport aux autres. Après, c'est intéressant de noter aussi que la déroute de la semaine ne s'est pas arrêtée au marché des seuls logiciels. Je veux dire, on a vu les médias, Publicis, on a vu les plateformes de paiement, les services spécialisés. Enfin voilà, tout y est passé quand même. Ouais, on est en train d'essayer d'anticiper qu'est-ce que l'IA pourra disrupter demain. Et probablement que peut-être finalement, on pourrait imaginer que cette année, un peu plus que ce qu'on croyait avant, ça peut être l'année de l'accélération de l'IA. C'est-à-dire qu'on commence déjà, on a la confirmation que les dépenses d'investissement se maintiennent, voire même accélèrent. On voit les chiffres de CAPEX, mais aussi on entend ce que tous les PDG nous disent. Il n'y a pas un seul PDG qui ne nous explique pas que la demande explose, qu'elle accélère, que le problème, ce n'est pas la demande, c'est l'offre et la capacité de mise en production. On l'a vu avec la mémoire, et c'est les entreprises de mémoire qui sont au plus haut. Donc ça, c'est une première intuition qu'effectivement l'IA accélère. On commence enfin à avoir des preuves concrètes de retour sur investissement. On va parler déjà de Claude. Claude, c'est une preuve que oui, ce gigantesque marché du logiciel, c'est presque 1000 milliards de chiffre d'affaires par an, peut être rogné vitesse grand V par ces LLM. Donc ça, c'est une capacité de retour sur investissement qui est intéressante. On a vu Meta et Alphabet qui ont très explicitement, et dans le cas de Meta, ça a été spectaculaire, expliqué que ces investissements IA permettaient de la profitabilité, permettaient un accroissement de leur chiffre d'affaires. Donc ça, c'est un deuxième cas de figure. On peut même parler d'ailleurs du marché de l'emploi aux États-Unis, où le ralentissement commence à être maintenant très explicitement attribué à l'impact de l'IA et de son adoption. Donc peut-être que 2026, finalement, plus rapidement que prévu, pourrait être cette année d'accélération de l'IA, d'intégration de l'IA dans nos économies, de l'impact de l'IA sur certaines industries, sur la macro, sur le marché de l'emploi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une forme de paradoxe dans ce marché où on voit qu'effectivement, les perdants de l'IA souffrent énormément. Les logiciels, par exemple, et on va extrapoler demain sur les médias ou autres. Et les gagnants ne gagnent pas encore beaucoup. Les gagnants ne gagnent pas. Ouais. Il y a un truc asymétrique là. Par exemple, Nvidia. Les explosions des dépenses d'investissement des hyperscalers, Nvidia ne fait rien. Alors oui, ils ont internalisé une partie de la production, ils utilisent en partie leurs propres microprocesseurs. Ça a pris 26% non, mais voilà. Mais vous regardez les multiples, c'est plus très cher. Ah bah non. Rien de tout ça n'est très cher. Et d'ailleurs, on a un petit peu évacué le concept de bulle. Vous avez remarqué qu'on en parle beaucoup moins. Parce que les multiples ne sont pas très chers et les profitabilités continuent à augmenter et sont au plus haut. Donc il y a cette forme d'incompatibilité. Donc peut-être que pour l'investisseur, c'est ça la question. Est-ce que vous voulez acheter le scénario d'une accélération de l'IA ? Auquel cas, c'est facile. Vous vendez tous les logiciels, vous achetez les hyperscalers, vous achetez l'infra IA, vous achetez Nvidia et vous le faites à des prix qui ne sont pas très chers. Ou est-ce que vous croyez que finalement on est allé trop loin, qu'on revient peut-être davantage au discours de 2025 qui consiste à dire que ça va être une adoption long terme, que les dépenses d'investissement sont telles que ça va être dur d'être profitable. Donc voilà, c'est un petit peu le choix qui s'offre à vous en tant qu'investisseur. Ouais, et comment vous, en tant qu'investisseur et gestionnaire de portefeuille professionnel, enfin, quel choix vous faites ou comment vous arbitrez ces risques effectivement, parce qu'on n'a peut-être pas toutes les réponses encore aujourd'hui, ni du côté des perdants, ni du côté des gagnants. Aujourd'hui, les gagnants sont les fabricants de puces et d'infrastructures, mais on peut avoir des gagnants peut-être dans le secteur financier, dans le secteur pharma également. Là aussi, c'est pas des secteurs qu'on cite souvent comme étant des gagnants potentiels. J'ai pas l'impression que, contrairement au logiciel ça de-rate, j'ai pas l'impression que ces secteurs-là re-rate, ou en tout cas avec une prime IA qui se serait installée. Comment on se positionne là, à ce stade justement du Vous avez cité quelques idées qui sont très bonnes. Donc déjà, on est plutôt acheteur de cette idée qu'il y a une accélération de l'IA et qu'il y a des véhicules d'investissement très attractifs sur le marché aujourd'hui. Parmi les hyperscalers, alors elles ont toutes des histoires qui commencent à se différencier. Microsoft a clairement un cas d'investissement qui est en train de changer. Donc ça, c'est qui se fragilise ou
On évoque évidemment la dépendance à OpenAI désormais. Quand on regarde Microsoft, on peut parler vraiment de 3 relais de croissance. Il y a d'une part le cloud, qui cartonne et qui ne déçoit pas et qui bénéficie de ses dépenses d'investissement, évidemment. Il y a l'IA, où là, on parle de copilote et on commence à comprendre qu'il y a des déceptions vis-à-vis de copilote. Et puis, il y a le business de software. Et effectivement, là où hier, Microsoft, qui est une entreprise extraordinaire, que les choses soient claires, était une espèce de train qui avance, il suffisait de monter dedans et de récupérer des cash flows au passage. Aujourd'hui, on est un petit peu sur une histoire qui est en train de changer. Donc, on se rend plus de risques dans une histoire comme Microsoft aujourd'hui. Par exemple. En tout cas, qu'en est-il du multiple ? Il a beaucoup baissé. Est-ce qu'il est justifié ? Maintenant, il est redevenu à des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis des années sur Microsoft. Pareil sur Alphabet, le cas d'investissement a beaucoup changé. Nvidia avec une compétition. Donc, finalement, ces cas d'investissement sont assez spécifiques, mais vous rentrez à des niveaux de valeur qui sont quand même raisonnables et pour des taux de croissance importants. Et puis, face à ça, vous l'avez cité, on peut faire de la rotation. On peut, pour pas cher, aller faire des paris sur la pharma. Oui, demain, potentiellement, ça sera un des grands gagnants de l'IA. C'est ce que dit Sam Altman. Sam Altman parlait de 2027 de petites découvertes et à partir de 2028 de grandes découvertes en pharma. Alors, on a le droit d'être sceptique et de rigoler, mais quand on voit la rapidité du progrès sur l'IA, peut-être qu'à des valeurs pas très excessives, il y a des choses à faire. Bref, on tourne un peu le portefeuille. Ouais, vous croyez à l'accélération, effectivement. Comment on gère ce risque IA ? Et quand je dis risque, c'est à la fois un risque positif et négatif aussi pour certains secteurs chez vous. Alors effectivement, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit, parce qu'on est assez d'accord. On continue à jouer pas mal les financières. C'est un secteur qu'on aime toujours bien, surtout les bancaires, plus que le secteur assurantiel. Et pas que pour l'IA. Non, parce que c'est pas encore la thèse centrale du cas d'investissement. A quand même peu de chances de se retrouver dans le panier des perdants de l'IA, et qui, par ailleurs, si on enlève toute la sphère IA, a des relais de croissance structurelle, a encore un potentiel de re-rating léger quand même maintenant, mais par contre, on n'a fait que rattraper la croissance des BPA sur le secteur des banques, donc il y a encore pas mal de chemin à faire. Le secteur de la santé, je suis tout à fait d'accord, en plus c'est un secteur qui a été très attaqué depuis 1 an et demi, donc il y a sûrement des choses à faire. Et après, sur le secteur technologique, nous on reste assez agnostique dans le sens où ça me paraît compliqué aujourd'hui d'essayer de capter les tendances parce qu'elles s'inversent extrêmement vite. L'été dernier, Alphabet, il ne fallait pas y toucher, même avec un bâton de 3 mètres. Et 1 mois après, c'était la darling absolue. Là, on va avoir 80%. Là, on va avoir des nouvelles moutures de Gemini et de ChatGPT dans les semaines qui viennent. Qui sait si le rapport de force ne va pas à nouveau se réinverser. Donc, et en plus, les ajustements à chaque fois sont extrêmement violents, extrêmement rapides. Donc, essayer de les capter à chaque fois, ça paraît compliqué. Donc, nous, on est assez confiants là aussi sur le fait que on est en fait encore dans la phase d'accélération de l'adoption de l'IA et du développement de l'IA. Donc, on ne peut pas ne pas être exposé à ce secteur-là, mais on essaie de le faire de manière le plus diversifiée, agnostique possible, parce que les rapports de force changent tellement vite que se dire on va prendre tel compartiment du marché ou tel autre, c'est impossible à gérer sur le court terme. Je reviens à votre point sur le crédit, la dette qu'il y a derrière le financement du développement et de l'essor de l'IA. Raphaël, est-ce que c'est un risque qui est bien identifié, qui est bien maîtrisé, qui est bien mesuré par le marché ? Et encore une fois, quand on voit là, ce phénomène sur les softwares, et y compris sur les big tech, les 4 gros hyperscalers, c'est quand même 900 milliards de capitaux boursières qui sont partis en fumée sur les réactions de marché après les publications de résultats. Est-ce que ça se retrouve dans des marchés de crédit liquides ou non liquides d'ailleurs ? Est-ce qu'on voit du stress apparaître dans ces pans de marché ? Alors, sur le crédit privé et liquide, globalement, les 2 facteurs de risque tech très identifiés, c'est le facteur infra-IA. On commence à voir effectivement de grandes entreprises de la tech qui viennent se financer sur le marché du crédit, parce que oui, les dépenses d'investissement, il faut les financer. Alors ça reste pour la grande majorité quand même des acteurs qui ont les moyens de leurs ambitions. Et d'ailleurs, une façon de se rassurer sur les annonces des derniers jours en termes de CAPEX, c'est qu'en gros, elles ont annoncé des dépenses de CAPEX en ligne avec leur free cash flow. Donc en gros, elles vont dépenser leur génération de liquidité
en investissement. Alors oui, il n'y aura plus trop de free cash flow. Ça a des conséquences pour l'actionnaire. Mais quand on regarde le profil crédit de ces entreprises, il va rester malgré tout très satisfaisant, excellent. Ils ont des capacités de levier qui sont très importantes. Elles n'ont quasiment pas de levier. Et même pour celles qui inquiétaient le plus, par exemple Oracle, on a vu des nouvelles plutôt encourageantes. Ils vont probablement lever 20 milliards sur le marché action. Ils ont manifestement un accès au capital qui est très important. Ils n'ont pas de soucis pour trouver des capitaux. Donc, il y a cet aspect risque qui n'est pas encore très prégnant, mais qui est clairement en train de se construire petit à petit sur le marché. Et puis ensuite, on revient au logiciel. Le logiciel, il est partout. Donc, on l'a dit sur le marché action, mais sur le marché du crédit, sur le marché des loans, sur le marché aussi de la dette privée et du private equity. Donc là, on est un petit peu au début de l'histoire, mais effectivement, c'est un facteur de risque. Si on est dans une forme d'excès à la baisse, que tout ça va se stabiliser, que finalement, oui, peut-être qu'il y a des vents contraires qui se lèvent, mais on est malgré tout sur les entreprises solides, avec des générations de cash, etc. Il n'y a probablement pas d'alerte court terme. Maintenant, il ne faudrait pas que ça se transforme en quelque chose d'autre. Et au-delà, on est vraiment plus sur des dimensions long terme. On cherchait des équivalents dans l'histoire à ce qui se passe un petit peu. Pas tant que ça, déjà, parce que ça va tellement vite. Un choc d'investissement comme ça. Oui. Il y a peut-être, allez, on ose un parallèle, un petit peu ce qui s'est passé il y a 15 ans avec Netflix et les médias. Où tout d'un coup, une disruption très forte arrive. Tout le monde disait, oui, mais personne ne va cut de corde, tout le monde va garder son câble, en particulier aux États-Unis. C'est impensable, c'est des vaches à lait, produisent énormément de cash. C'est vrai. Il n'y a pas eu de défaut, ça reste des très belles entreprises toujours, mais malgré cela, on a vu un de-rating continu pendant 15 ans. Comcast, qui est une des plus grandes entreprises de médias aux États-Unis, c'est 5 fois les earnings. Malgré le cash flow, malgré tout ce qu'on raconte. Donc, c'est un peu ça le risque. Donc, on n'a pas envie de dire que c'est un risque crédit très fort, très court, d'incapacité à rembourser sur le très court terme. Maintenant, on comprend bien que sur le long terme, les choses ont changé. L'autre événement du moment, c'est donc l'arrivée très probable de Kevin Warsh à la tête de la Réserve fédérale américaine. Je passe du coq à l'âne. Quoique, je ne sais pas, la dimension IA est partout, et y compris dans la tête des banquiers centraux aujourd'hui, peut-être, Enguerrand. Qu'est-ce que veut Kevin Warsh ? C'est-à-dire, quand il nous parle de régime change à la Fed, qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Et pour les investisseurs, pour les marchés, c'est quand même une forme de continuité dans la conduite de la politique monétaire, ou est-ce qu'il y a potentiellement un moment de rupture ? Alors, je pense... On verra ce que fera Kevin Warsh et quelle sera d'ailleurs sa relation avec Donald Trump aussi, parce que on sait qu'avec Donald Trump, il ne faut pas oublier qu'il était très amoureux de Powell quand il l'a nommé, et puis 6 mois après, il ne cessait de lui taper dessus. Donc, on verra comment tout ça évolue. Il ne faut pas oublier non plus que le chairman de la Fed ne peut pas influer tout seul sur la politique monétaire. Il y a le Conseil des gouverneurs et les banquiers centraux régionaux qui sont quand même des contre-pouvoirs assez forts. D'ailleurs, il est assez probable que des gens comme Christopher Waller, qui était candidat à la tête de la Fed, maintenant qui n'ont pas obtenu le poste, reviendront dans une posture peut-être moins favorable à Donald Trump. C'est vrai qu'il avait eu des propos qui allaient beaucoup dans le sens de Donald Trump, certainement faire un petit peu campagne. Maintenant qu'il n'a pas eu le poste, il reviendra sûrement à une position un peu plus neutre. Donc, il y a quand même beaucoup de rapports de force au sein de la Fed. C'est pas le chairman tout seul qui peut décider. Par ailleurs, il y a eu aussi, je trouve, pas mal d'exagération sur ce qu'est la philosophie de Kevin Warsh. Attention, c'est un faucon, c'est quelqu'un d'anti-QE, etc., d'anti-programme de rachat d'actifs. Donc, on va vers une politique monétaire plus restrictive. Disons qu'en 2009, il était jeune gouverneur de la Réserve fédérale américaine. Effectivement, quand le taux de chômage américain était proche de 10%, il s'inquiétait de l'inflation. Donc c'est vrai que, bon, voilà. Oui, non, mais il a un historique. Maintenant, c'est pas quelqu'un qui est explicite, quoi. Déjà, c'était il y a plus de 15 ans. Plus de 15 ans, on change tous. Pour le bien ou pour le moins bien, on change en tout cas. Et aussi, c'est pas un anti-rachat d'actifs structurel. C'est-à-dire, lui, il a une position qui est d'ailleurs la position même d'une partie de la Banque centrale européenne aussi. C'est de dire, en fait, le QE n'est pas forcément la bonne arme pour
soutenir l'économie et faire repartir l'inflation. Et d'ailleurs, quand on regarde le bilan des quantitative easing dans la période entre la crise de 2008 et la crise Covid... On a attendu l'inflation jusqu'au Covid. Je pense que ça a plus inflaté le prix des actifs que l'économie réelle. Par contre, ce n'est pas quelqu'un qui est anti-programme de rachat d'actifs quand il s'agit de stabiliser l'économie. D'ailleurs, dans des cas comme on a eu il y a 2 ans, 3 ans maintenant, avec la faillite de Silicon Valley Bank, ce type d'intervention d'urgence, ce n'est pas quelqu'un qui est du tout contre. Donc, voilà. Donc, il y a quand même un put. Je pense. C'est la question. Est-ce qu'il fragilise le fait put ou pas? Je pense qu'il ne le fragilise pas du tout. D'accord. Maintenant, c'est quelqu'un qui va avoir une approche peut-être un tout petit peu différente, forcément, de Powell dans le discours et dans la manière d'évoquer la politique monétaire. Mais est-ce que ça va changer fondamentalement ce qu'on peut attendre à horizon 6-9 mois de ce que va faire la Fed? Je ne pense pas véritablement en réalité. Déjà, il faut que sa nomination soit confirmée, il faut qu'il rentre en poste. Donc, et après, à horizon 9 mois, il peut se passer tellement de choses, même sur l'inflation et autres, que ça peut être ça qui fait bouger la politique monétaire plus que la personne qui est nommée à la tête de la Fed. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de surinterprétation à ce stade. On verra ce qui à l'exercice fera. Du pouvoir, à l'épreuve du pouvoir. Mais je pense que c'est pas quelque chose dont il faut être plus inquiet que ça. À mon avis, il y a plus d'inquiétude à avoir sur ce que fait, ou plutôt ce que ne fait pas la Banque Centrale Européenne, plutôt que sur la Fed. D'ailleurs, les commentateurs, évidemment, ont commenté l'arrivée probable de Warsh, mais du point de vue de marché, j'ai l'impression que son arrivée a été prise de manière très, très mesurée, au point que les anticipations de marché vis-à-vis de la politique monétaire américaine n'ont pas changé depuis sa nomination. Il n'y a pas beaucoup de volatilité sur ces anticipations de baisse de taux encore à suivre devant nous, Raphaël. Oui, c'est vrai. Alors, on s'interroge beaucoup. C'est vrai que c'est assez complexe de comprendre un petit peu le positionnement de la Fed à l'avenir. Déjà, parce qu'effectivement, son parcours est assez chaotique. Il y a un faucon qui est devenu très dove en 2024, de manière opportuniste ou pas, on n'en sait rien. 2024, oui. Il s'est finalement assez peu prononcé publiquement. Il a fait une tribune en novembre dans le Wall Street Journal et depuis, on n'entend plus trop parler. Ça s'est beaucoup fait entre 4 murs à la Maison-Blanche. Et donc, on a du mal à bien comprendre les conséquences que ça revêt pour la Fed. Ce qu'on croit comprendre, c'est qu'il a 3 axes principaux. Le premier, c'est baisser les taux. Et baisser les taux parce qu'il est partisan de ce que dit le président Trump, à savoir, nous sommes dans une phase de croissance qui est principalement tirée par des problématiques d'offres, des problématiques de productivité, et qui pourrait ne pas déclencher d'inflation, un peu comme on a vu dans les années 90. Je schématise le discours. Mais il a une vraie vision de cette trajectoire et de cette tendance. Voilà, alors c'était la vision du président Trump. Est-ce qu'il s'est aligné de manière opportuniste? On a envie de lui donner quand même le bénéfice du doute. Donc voilà une vision qui consistera à penser qu'on va laisser l'économie chauffer parce qu'elle ne devrait pas créer d'inflation. Donc ça, c'est quand même un premier changement. C'est pas exactement l'angle qu'on entend du Conseil de la Fed aujourd'hui. Deuxième chose, effectivement, il parle depuis cette fois-ci très longtemps du QE, du fait que utiliser le bilan de la Fed pour injecter les liquidités n'est pas une bonne idée. Il appelle ça la monetary dominance. Exactement. Ouais. Donc ça, a priori, on ne sait pas trop dans quelle forme ça va tourner. C'est un petit peu contradictoire avec la première partie de l'équation. On est même un peu surpris que le président Trump puisse accepter ce genre d'approche. Mais donc voilà une deuxième conviction de ce point de vue-là qui pose question. Et puis la troisième question qui pose question, troisième conviction, c'est réformer la Fed. Ah oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire réformer la Fed? On ne sait pas trop. On comprend que ça a à voir avec le bilan de la Fed. On comprend que ça a à voir aussi avec la communication de la Fed, anticiper des mesures suivantes. Est-ce que ça a à voir avec l'indépendance aussi? On ne sait pas trop, mais tout ça fait que le marché ne sait pas trop où se placer. Peut-être qu'il pousse une forme de ouf de soulagement parce que Kevin Hassett, qui a longtemps été l'autre prétendant favori, était peut-être vu comme moins indépendant, mais on n'est peut-être pas au bout de nos surprises. Au final, si on doit quand même avoir une idée sur une des conséquences de sa nomination, c'est que tout ce qu'on raconte là, conviction 1, 2, 3, globalement, ça devrait contribuer à une pontification. Ouais, c'est ça. On baisse les taux en bas, on achète moins sur le long, et l'indépendance de la Fed est mise en cause. Les 3 facteurs
pousse à penser que sur les taux longs, il pourrait y avoir une pression haussière et sur les taux bas, une pression baissière. Donc, sur le dollar, ça se traduit par une pression plutôt à la baisse ou... Probablement. Aussi, ouais. Le dollar est plutôt sensible aux politiques des banques centrales. Donc, c'est à première vue ce qu'on a envie d'imaginer. Bon, on verra où il règle le curseur en matière de politique monétaire, mais comme vous le rappeliez, c'est quand même... une voix par personne, et le président du FOMC et de la Fed n'a pas plus de voix que les autres membres votants en l'occurrence. En revanche, sur la stratégie de communication, les équipes, beaucoup de changements peut-être à attendre dans les équipes d'économistes, l'utilisation des modèles, faut-il communiquer les prévisions régulièrement, etc. Voilà, là il peut avoir la main en tant que président de la Réserve fédérale américaine. Pour conclure avec vous, Enguerrand, parce que vous l'avez dit d'un mot, donc... Kevin Warsh va continuer de baisser les taux, contrairement à la Banque Centrale Européenne, c'est ça et qui vous désespère un peu plus encore aujourd'hui. Vous n'êtes pas le seul. Malheureusement, vous n'êtes pas le seul. Vu que vous avez reçu mon confrère Nicolas Gosselin, je pense qu'il est encore plus incisif que moi sur la question. Mais le statu quo semble ferme, unanime et définitif. Rien n'est définitif dans le monde des marchés, mais en tout cas durable au moins pour quelques temps. Oui, il suffit d'écouter en fait la patronne de la BCE. Je parle de la vraie patronne, qui n'est pas Christine Lagarde, mais qui est Isabelle Schnabel. C'est elle, la vraie patronne de la BCE. Il faut écouter ce qu'elle nous dit. Elle continue d'avoir un logiciel qui est que toute potentielle accélération de la croissance est un risque inflationniste. Donc, il n'y a pas de volonté d'intervention tant qu'on n'a pas une énorme problématique, soit de croissance, soit d'inflation. Et en plus, la BCE est en train de nous dire, oui, on sait qu'on va peut-être être en dessous de la cible pendant quelques mois, mais c'est temporaire, c'est lié au prix de l'énergie, donc on ne va pas surréagir. Il se trouve quand même que on verra la conséquence de la prochaine, de la future politique monétaire de la Fed sur le taux de change, mais on a quand même un risque plutôt d'un euro qui se renforce. Et si on le regarde en plus en dehors de la parité euro-dollar versus un panier de devises, on a quand même un euro qui est assez fort. On a à chaque fois, même si on anticipe une inflation sous la cible, malgré ça, on a quand même à chaque fois des chiffres d'inflation qui sont en dessous des attentes, et notamment en dessous des prévisions de la BCE. Ça affecte notamment certains pays plus que d'autres, la France en particulier plus que d'autres pays européens. Et puis là-dessus, même si on a les commandes, etc., qui arrivent en Allemagne, on a quand même une croissance à l'instant T qui n'est pas excessivement chaude en Europe. Donc, il y aurait toutes les voies, pas pour faire des énormes ajustements, mais au moins, si ce n'est baisser les taux, assouplir le discours, arrêter de baisser le bilan de 500 milliards par an, et au moins redonner un tout petit peu de légèreté aux conditions financières. On verra si la prochaine réunion du 19 mars avec un nouveau set de projections économiques permettra de faire évoluer le discours de la Banque Centrale Européenne. Merci à vous deux, messieurs. Enguerrand Artaz, la financière de l'échiquier, Raphaël Thuin, Tikehau Capital étaient les invités de Planète Marché ce soir. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'analyse fondamentale et nous analysons le cas Micron Technology avec Nicolas Decaux, qui est gérant financier chez Clartan Associés, à mes côtés ce soir. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Grégoire. Bon, on est en plein dans le thème du moment, hardware versus software. C'est la bataille du moment sur les marchés. Donc là, on est côté hardware avec Micron Technology, évidemment, dans le secteur des semi-conducteurs. Je vous laisse nous donner les caractéristiques du positionnement de la société dans ce secteur, Nicolas. Mais juste d'un mot, début 2025, je crois que le titre évoluait autour de $80, $80-100. J'ai vu qu'au moment de Liberation Day, c'est tombé en dessous des $70. Là, on se retrouve avec un titre qui est à plus de $400 désormais pour une capi, un peu moins de $400. Autour de $400 pour une capi boursière qui tourne entre 400 et 450 milliards de dollars. Pour dire que voilà, sur un an, il y a eu quand même une trajectoire explosive pour le titre Micron. Tout à fait, il s'est passé des choses. Ouais, donc Micron, ça fait de la DRAM, de la mémoire vive. Donc vous en avez dans tous les appareils électroniques, PC, smartphone, maintenant dans les voitures et bien sûr dans les data centers. Donc la mémoire vive, alors la différence entre la mémoire vive et la mémoire morte. La mémoire morte, c'est le fameux CD-ROM, et la mémoire vive, en fait, c'est une mémoire un peu plus petite qui coûte un peu plus cher
Et en fait, quand on la consulte, c'est-à-dire quand on cherche à savoir ce qu'il y a dans la mémoire, elle s'efface. Et donc, du coup, il faut réécrire dessus. Enfin, c'est un peu plus compliqué. C'est des rangées de transistors et de condensateurs, pour ceux qui retourneraient à leur cours de physique de première. Et ça s'imprime un peu comme des cartes graphiques de NVIDIA ou des puces d'Intel. C'est un peu plus facile parce que c'est vraiment des rangées de condensateurs. Il n'y a pas de circuit compliqué. Mais par contre, il faut vraiment réduire la taille. Et donc, on utilise des machines ASML maintenant pour ce qu'on appelle les leading nodes, c'est-à-dire vraiment les barres de DRAM les plus petites. Maintenant, on en est à la DDR5 aujourd'hui. C'est le truc le plus nouveau, le plus moderne. On utilise des machines d'ASML pour faire ça. Voilà. Mais le fait que en fait, le design à l'intérieur n'est pas particulièrement compliqué fait qu'il y avait moins de barrières à l'entrée et c'est plus, en mauvais français, on dit que c'est commoditisé. C'est plus une commodité que NVIDIA. C'était devenu une commodité. Non, ça a toujours été une commodité. En fait, Micron, ça a démarré en 1978. C'est une boîte américaine qui a son siège à Boise, ils doivent dire Boise là-bas, dans l'Idaho. Donc, c'est à l'ouest des États-Unis, un endroit complètement paumé. Et en fait, dans les années 80, la DRAM, il y avait beaucoup de producteurs. En fait, toutes les sociétés de semis, Texas Instruments, Intel, tout le monde avait sa division de DRAM, parce que en fait, on n'était pas du tout aussi miniaturisé, donc c'était moins spécialisé. Les Japonais s'y sont mis dans les années 80, NEC, Fujitsu, etc. Les Coréens sont arrivés dans les années 90, donc Hynix, Samsung, LG, etc. Et à la fin des années 90, il y avait une quarantaine de producteurs. Et il y avait même des Européens et des Taïwanais. Arrive l'explosion de la bulle Internet. Là, ça a été un bain de sang pas possible. Parce qu'en fait, chaque usine produit... et en fait, le coût matière est assez faible dans cette industrie. Et donc, du coup... chaque usine, elle a un coût variable assez faible, elle a que des coûts fixes, et donc elle a intérêt à tout moment, à peu près quel que soit le prix de la DRAM qu'elle sort, à tourner à 100%. Et donc du coup, les gens construisent leurs usines, tournent à 100%. Sur production. Soit on est en sous-production, comme maintenant, soit on est en surproduction. Et donc au début des années... très violent, et quand on est en sous-production, on va aller pricer sous le coût cash, on va brûler du cash très fort, et là ce qui s'est passé dans les années 2000, c'est qu'en fait le gouvernement coréen a en fait inondé. Il a subventionné en fait les pertes, ce qui leur a permis de survivre. Les Japonais sont sortis du marché. Enfin, en fait, les usines japonaises ont été récupérées par Micron. Les Coréens sont restés, les Taïwanais dehors, les Européens dehors. Et ce qui fait qu'en fait, à la fin des années 2000, on se retrouve avec trois gros producteurs, Samsung, enfin une division de Samsung, la division de Samsung, SK Hynix et Micron. Et à partir de là, il y a un peu plus de discipline, mais ça reste quand même une industrie très cyclique. Et là, ce qu'on voit en ce moment, donc les marchés finaux, la demande finale en volume, les smartphones, les PC, donc ça, c'était des marchés qui sont ces dernières années plutôt en déclin. Mature. Voilà, il y a eu un cycle à la hausse au moment du Covid. Et après, voitures, mais voitures, c'est pas des énormes... Enfin, je veux dire, par rapport aux smartphones, c'est pas des très, très gros volumes, en fait. Et là, on arrive au data center et surtout à l'IA. Et en fait, donc ça, c'est le nouveau relais de croissance pour une boîte comme Micron. Et en fait, les puces... Donc tout ça, ça a commencé début 23, l'explosion de NVIDIA. Et au début, on avait besoin que de puces NVIDIA. Et puis, assez vite... ça a continué. Et en fait, les puces NVIDIA, elles se retrouvent limitées dans leur vitesse de calcul par l'accès et la vitesse d'accès à la mémoire vive. En fait, le but, c'est que ça calcule le plus vite possible. Et donc, au début, elles utilisaient la mémoire vive standard, la DDR3, DDR4. Donc, il a fallu une nouvelle génération de mémoire vive pour s'adapter aux besoins des GPU de NVIDIA. Exactement, ce qu'on appelle la HBM, la High Bandwidth Memory. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'une mémoire vive aujourd'hui, il y a le calculateur ici, il y a la mémoire ici, il y a une petite route, une petite départementale, et voilà, et on va à 60 à l'heure, et on fait l'aller-retour et on revient. Et là, ils ont dit, on va faire plus l'autoroute américaine avec les 8 voies, les 3 frontage road, qu'ils appellent la HBM. On va mettre ça le plus près possible de la carte graphique, et ça, c'est ce qu'on appelle le Advanced Packaging. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit dans les data centers, c'est la carte graphique de NVIDIA, et juste à côté, des stacks de HBM, donc, qui peuvent venir de Micron, qui peuvent venir de SK Hynix. Et donc Micron, première génération de HBM, la HBM 2E en 2023, HBM 3 en 2024, et là ils sortent la HBM 4 en 2026.
Et jusqu'à présent, en fait, il n'y avait pas eu trop d'impact sur la DDR. Non. Et là, alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le manufacturing, la production de DRAM, parce qu'à l'arrivée, les rangées de condensateurs, c'est les mêmes. Là, on a juste changé le tuyau pour relier. J'ai compris. En fait, on peut produire de la HBM dans une usine qui faisait de la DDR et vice-versa. D'accord. Et en fait, au début, c'était des volumes. Les chaînes de production. Et en fait, le système s'est complètement coincé à mi-2025, où en fait, la HBM, la demande explosive de HBM a commencé à cannibaliser la DDR et il n'y avait plus de DDR. Et donc les prix de la DDR sont partis, flambé littéralement. Ils ont fait x10. Ils continuent, ils ont encore continué récemment à monter. Et là, c'est à tel point qu'on est en train de se dire que les volumes de vente de smartphones et de PC vont baisser cette année parce qu'il n'y a pas assez de DDR. Et on parle aujourd'hui, là, les gens disent volume de smartphones -3 à -5%. Donc tout est consommé par les data centers. Il n'y a plus rien pour le PC personnel. Il n'y a plus rien pour le PC. Enfin, plus rien. Il n'y a pas plus rien, mais il n'y a plus assez. Et donc, à la marge, ce qui va faire les volumes à la marge, c'est en fait vous et moi, si on veut aller acheter un PC, est-ce qu'on est prêt à le payer 20% de plus en fait. Et ça peut être ça, 20% sur le prix final d'un PC. On parle sur certains PC d'augmentation de prix de 20%. Parce que, et en fait, plus le PC est basique, plus l'augmentation est forte, parce que en pourcentage, en proportion, bien sûr. La barrette de DRAM vaut cher. Voilà. Donc derrière eux, ils augmentent. Donc les trois là, ils augmentent. Ils vont augmenter leur capacité. Évidemment, vu que le chiffre d'affaires explose. Enfin, Micron, ils avaient un chiffre d'affaires de 15 milliards en 2023. Là, cette année, on parle de 75 milliards. Donc il y a un énorme effet prix et un petit effet volume. Pour donner une idée, le volume de DDR, il n'a pas trop changé par rapport à 2023. Le volume de HBM, il est à peu près, aujourd'hui, c'est à peu près 20% du mix, en 2025. Donc, il y a eu un effet volume d'à peu près 20%. Tout le reste, c'est du prix. Et là, d'ici à 2030, là, on parle en fait, que le volume d'HBM soit légèrement supérieur au volume de DDR. Donc, un doublement, en fait. Un doublement de la capacité en mémoire et alors ce qu'on appelle en wafer, c'est-à-dire en disque, en volume physique, là ça serait plutôt une augmentation de 60 à 80%. Et ça, c'est dans un scénario où on aurait des capex de data center qui seraient de l'ordre de 2 à 3 000 milliards entre 2025 et 2030. Alors, pas par an, cumulé. Cumulé. D'accord. Alors le truc, c'est que si on regarde, donc du coup, il faut regarder les capex de data center, ce qui va nous ramener à l'actualité brûlante. Bien sûr. Et là, si on regarde les capex des 4 gros hyperscalers, milliards pour cette année. Voilà, donc ils étaient à 125 il y a 3 ans. L'année dernière, ils étaient à 400. Là, on disait, avant les résultats, on disait 550, 600. Et puis ils arrivent, ils disent, en fait, c'est 660. Et donc voilà. Et en fait, donc là, actuellement, on va plutôt partir sur si on n'augmente pas encore, on va plutôt partir sur de 800 à 1000 milliards par an jusqu'à 2030. Voilà. Et parce qu'en fait, il y a plein de demandes de calcul. Et là, si c'est ça, en fait, ça va rester tendu. Le marché est tendu. Qu'est-ce qui peut équilibrer le marché ? La baisse, en fait. La baisse des smartphones, volume, ça, j'entends. et des PC. Donc là, aujourd'hui, on dit des petites baisses marginales de volume de PC et de smartphone. Si ça continue, on peut imaginer des trucs un peu plus agressifs, du -20, du -30, et donc ça irait avec des augmentations de prix plus importantes. Ça, en gros, votre PC, au bout de 5 ans, vous attendrez 7 ans pour le changer, des choses comme ça. Et puis après, il y a la demande finale de calcul. Mais moi, ce que je vois de façon anecdotique, c'est que ma demande personnelle de calcul, elle est complètement exponentielle. Donc bon, voilà où on en est. Si on est plusieurs centaines de millions sur la planète à fonctionner comme vous, je comprends. Par contre, c'est ultra cyclique. Alors voilà, juste pour finir, il nous reste 30 secondes, Nicolas. Ça vaut combien une valeur comme ça après un rallye de 4 ou 500%? Ça vaut 10 fois les profits. Ah ouais. Ça valait 10 fois les profits, ça vaut toujours 10 fois les profits. Ça n'a pas re-raté. Non, c'est du pur. Voilà. Mais... Et dans un portefeuille, c'est quoi ? Il y a un bêta très fort. Oui, d'accord. Nous, on avait une position, maintenant c'est devenu la première position du portefeuille. Donc il faut gérer la pondération de ce genre de valeur dans un portefeuille. Oui. Et puis après, la question c'est quand est-ce qu'on les vend. Et la réponse, c'est pas facile. C'est pas tout de suite en tout cas. Il faut ajuster. Si vous êtes un individu, c'est pas pareil que si vous gérez un gros portefeuille. Voilà, il y a une gestion des risques qui est pas la même.
on peut pas laisser une position comme ça non, partir complètement. Il faut gérer la pondération. Après, si vous n'en avez pas et que vous voulez en avoir, là, c'est un pari sur est-ce que en fait la demande de calcul, c'est-à-dire la demande d'inférence, d'utilisation de l'IA, est-ce qu'elle demeure explosive ou pas? Donc c'est à vous de vous faire une idée là-dessus. Et si vous pensez que oui, on en est un peu tous là. Est-ce qu'on est prêt à acheter le futur là? Aujourd'hui, c'est vraiment la question qui se pose dans ces marchés. Et à vendre des boîtes et à vendre le passé. Merci beaucoup Nicolas. Nicolas Decaux, gérant chez Clartor sur le cas Micron Technology dans Smart Bourse.